Alors, je suis Étienne Guay, je suis fabricant de briques de terre crues compressées. Je suis installé dans le Tarn, à Groyer, depuis 5 ans. J'ai créé cette activité au départ pour regrouper des compétences, pour proposer un matériau éthique, durable. Je me souciant de l'environnement. J'étais avant dessinateur industriel, je travaillais dans l'aéronautique. Puis j'ai été responsable logistique achat, des professions qui m'ont permis d'acquérir certaines compétences et en laisser d'autres de côté. Et c'est vrai que ça a généré une certaine frustration en termes d'activité de ne pas utiliser toutes ces casquettes. Et donc par rapport à ça, je suis parti de mon poste pour créer une activité écologique dans le développement durable, dans le bâtiment, sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Et donc j'ai suivi une formation sur l'architecture en terre crue dans le Tarn. Et donc on a commencé cette formation par fabriquer les matériaux qu'on allait utiliser. Donc j'ai fabriqué mes premières briques il y a 7 ans, et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que c'est ce que je souhaitais faire. Donc j'ai étudié le marché, j'ai regardé comment on faisait des briques, quels étaient un petit peu tous les aspects techniques, et j'ai lancé mon activité donc en 2012 de fabrication de briques de terre crue. Alors la fabrication de briques de terre crue compressées est intéressante par son empreinte écologique. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser un matériau qu'on a à profusion dans le sol, un matériau qui est rarement exploité et qui finalement amène énormément de propriétés en termes de santé, de caractéristiques techniques, qui font que déjà dans son utilisation, l'occupant s'y sent bien. Ça ne vient pas altérer sa santé, au contraire, ça vient lui profiter. Et d'un point de vue purement écologique, cette utilisation de ressources qui est locale finalement, on en a à peu près partout sous les pieds, fait qu'on peut travailler sur des circuits courts avec une production avec un bilan carbone faible. Et de fait, ce matériau, sur son cycle de vie complet, tant dans sa fabrication, son utilisation que sa destruction, va avoir un impact très léger. Pour donner un ordre d'idée, un petit peu en termes de bilan carbone, la brique de terre crue va être déjà 3 fois moins polluante que du bois. Pourtant, le bois qui est une ressource très locale globalement, mais qui va nécessiter une intervention mécanisée des chaînes de production assez longues. Voilà, donc ce matériau, sur son global de vie, est très intéressant, et c'est vrai qu'on y pense souvent peu dans la fin de cycle d'un bâtiment, une fin de vie, un réemploi de matériaux ou une destruction. Les briques de terre crue, on les démolit, elles retournent à la terre, c'est de la terre, c'est un matériau qui n'a pas été altéré. Il n'y a pas eu de cuisson dessus, il n'y a pas eu de modification structurelle, qui fait que ce matériau peut être rebroyé, réutilisé même pour refabriquer des briques neuves tout de suite. Donc l'impact environnemental est largement respecté sur une globalité de bâtiments. Alors la brique de terre crue compressée, donc souvent appelée BTC aussi, le process est somme toute assez simple. Il faut d'abord extraire la terre. Donc soit on a une carrière, soit on va se servir dans une carrière. En l'occurrence, moi je me sers dans une carrière. C'est une terre qui n'est pas utilisée dans cette exploitation de carrière. Donc pour eux, c'est plus considéré comme un rebut. Pour moi, c'est une ressource naturelle. Donc cette terre arrive chez moi. Il faut d'abord, la première étape, c'est la tamiser. Pourquoi? On se débarrasse on va dire, du granulat qui est trop important pour rentrer dans la machine, qui va être aussi trop important pour fabriquer la brique, parce qu'aujourd'hui, une partie de la tenue d'une brique réside dans sa granulométrie, pas que la terre. Donc ce qu'il faut bien visualiser, c'est que dans une terre, il va y avoir des petits cailloux, il va y avoir du sable, il va y avoir une teneur en argile, il va y avoir des limons. Donc toute cette chimie de la terre doit être mesurée pour arriver à faire des briques qui aient une tenue mécanique, une résistance à l'eau, une stabilité dans le temps. Donc la première étape, le tamisage. Ensuite, une fois que c'est tamisé, cette terre, selon les applications, selon le type de terre, va être mélangée avec un liant.
En l'occurrence, ça peut être du ciment, ça peut être de la chaux. Moi, j'ai fait le choix sur mon activité de travailler exclusivement avec la chaux pour des raisons écologiques. La chaux est plus saine avec la terre, surtout pour l'usager au final. Donc ce mélange est fait, on vient ajouter à peu près 5% de chaux. Ensuite, on va venir corriger l'humidité. Alors il ne faut pas que le mélange soit trop mouillé, parce que si le mélange est trop mouillé, on ne peut pas le comprimer. Il faut chasser l'eau du process, et donc on sort une brique qui ne se tient pas. Et si c'est trop sec, il n'y a pas assez d'eau pour que la chaux fasse sa prise. Donc si la chaux ne fait pas sa prise, la brique n'a pas de tenue. Donc il faut trouver le bon compromis. Le bon compromis se situe à peu près autour de 9% d'humidité. C'est là qu'on obtient ce qu'on appelle l'optimal proctor, c'est-à-dire la valeur la plus forte en termes de résistance. Donc après la correction d'humidité, intervient la phase de compression. Donc c'est à ce moment-là qu'on va venir mettre le mélange dans une presse, qui peut être mécanique ou automatique. Donc la compression va venir écraser la matière. Souvent, on part d'un volume quasiment de 2 pour arriver à un volume de 1. Donc finalement, on sort un matériau suffisamment résistant pour être manipulé. On sort une brique. Dans cette compression, on chasse l'air, on réagence les grains, et l'humidité aide à faire la liaison entre tout ça. Une fois que les briques sont fabriquées, après, forcément, on les paletise, mais surtout, intervient la phase de cure humide. Parce qu'une fois qu'une palette est créée, il faut arriver à maintenir l'humidité dans cette palette. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous parlais de 9% d'humidité. Ces 9% d'humidité ne sont pas suffisants pour arriver à faire la prise à la chaux. La chaux a besoin d'eau. La chaux hydraulique qui est utilisée nécessite une quantité d'eau pour arriver à obtenir sa dureté. Or, si je respecte la teneur en eau nécessaire à la chaux, je ne peux pas faire les briques. Pour cette raison, la cure humide permet de réutiliser l'eau en circuit fermé, c'est-à-dire en gros, on va bâcher la palette. Et pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, la journée, les briques transpirent, chassent l'humidité à l'extérieur, et la nuit, le réintègrent. Il y a un cycle. Ce qui fait qu'on va recycler cette eau pendant 3 semaines, et ça va permettre à toute la chaux de faire sa prise. Seulement après, on débâche, et à ce moment-là, on rentre dans le processus naturel de séchage des briques, c'est-à-dire qu'on pourrait les sécher de manière artificielle avec de l'énergie ou de la ventilation mécanique. Moi, j'ai fait le choix, pour avoir un bilan carbone bas, de travailler en séchage naturel. C'est-à-dire je préfère avoir des briques qui sèchent plus lentement dans la durée. Déjà, la résistance est accrue, mais en plus de ça, le bilan carbone reste bas. Ce qu'il faut comprendre dans la cohésion d'une brique, le fait de partir d'une matière, on va dire, en vrac, et arriver à une brique, ça va être sa cohésion. L'argile qui est contenue dans cette terre, finalement, va faire office de colle. Et avec l'humidité, elle gonfle, elle change au niveau moléculaire, et donc elle va venir agglomérer les particules de sable, les particules de cailloux qu'il va y avoir autour. L'humidité qui va être utilisée pour arriver à comprimer la brique n'est pas celle nécessaire pour la prise de la chaux. On se retrouve avec un paradoxe, il faut choisir entre la cohésion de la brique ou la prise de la chaux. Et c'est pour ça que la cure humide intervient à ce moment-là, c'est qu'elle va permettre, avec le peu d'humidité qu'il y a, de fournir suffisamment d'humidité dans le temps à la chaux pour qu'elle puisse faire sa prise, et donc obtenir une brique résistante à terme. J'allais dire que majoritairement, les 2 difficultés qu'on rencontre dans mon type de métier sont la première, la méconnaissance du matériau par le grand public déjà, par les architectes, par les maîtrises d'œuvre. C'est un matériau qui a cessé d'exister, on va dire, aux yeux du public il y a une centaine d'années. C'est un matériau qui est considéré comme vieux, désuet, qui n'est pas moderne, qui a perdu finalement ses lettres de noblesse. Et donc, il y a tout un travail de sensibilisation pour que les gens remesurent à nouveau l'intérêt d'un tel matériau pour toutes ses caractéristiques techniques, et aussi comprennent que c'est presque un des seuls matériaux qu'on peut utiliser
en respectant notre environnement. On vit sur une planète qui nous fournit des matériaux simples. On a la terre, on a le bois, on a la pierre. Ce sont des matériaux primitifs finalement. Et plus on utilise des matériaux primitifs dans sa construction, plus on a une construction en adéquation avec la planète, saine et durable. Donc au niveau des freins, cette méconnaissance finalement nécessite beaucoup de pédagogie, de temps, de transmission auprès des clients, auprès des communautés, auprès des architectes. J'allais dire, c'est le frein, presque le frein majeur. Ensuite, le second frein, qui n'est pas un des moindres non plus, c'est l'aspect normatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la terre crue était utilisée parce que c'était un matériau qui était là, il y avait du bon sens. Et quand on a recommencé à construire après la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'ont commencé à se mettre en place les normes. Il fallait encadrer cette reconstruction rapide pour pas qu'il soit fait n'importe quoi. On était en plein dans l'ère du béton, et ce qui fait que tous ces matériaux, on va dire alternatifs ou anciens, ont finalement cessé d'exister sur le plan technique. Aujourd'hui, il n'y a pas de document technique unifié qui parle de la terre crue. Donc aujourd'hui, si vous avez un projet, vous voulez construire, il y a un vide. Et ce vide fait que personne ne veut prendre le risque de construire. Les assurances sont frileuses. Les maîtrises d'ouvrage ne veulent pas prendre la responsabilité en cas de souci. Tout ça fait que c'est difficile de construire en terre crue sans passer par des procédures lourdes financières. Et c'est dommage d'avoir une approche comme ça, d'autant plus qu'on a un patrimoine terre crue existant en France, qui est très important, à l'étranger aussi, avec des bâtiments qui ont plus de 200, 300 ans, qui sont debout et qui tiennent. Ils ont traversé le temps, ils ont traversé les intempéries, ils ont traversé des sécheresses. Et donc, il faut arriver à faire évoluer cette partie normative, qu'elle s'adapte aux matériaux. C'est pas aux matériaux de s'adapter aux contraintes normatives, c'est aux normes de venir encadrer des techniques qu'on sait fonctionnelles. Eh bien, j'allais dire les points positifs dans ce type d'activité de fabrication. On offre un matériau qui est écologique, qui est durable. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on fait, on offre quelque chose qui est bénéfique aux gens. Parce que finalement, ces briques, elles terminent dans des bâtiments, aux côtés d'usagers, des gens qui vivent tous les jours, qui viennent y travailler, qui viennent pour écouter un concert, un conte. Donc au final, ce matériau apporte beaucoup. C'est un excellent isolant phonique, il apporte de l'inertie thermique, une régulation hygrométrique. C'est aussi un filtre, il vient nettoyer l'air. Il y a de l'argile dedans, l'argile est bactéricide. Donc finalement, c'est un poumon qu'on offre dans un bâtiment. Et donc la satisfaction est complète. Le bâtiment lui-même offre de la santé, du calme, un bien-être. J'allais dire mes souhaits pour l'avenir de la terre crue, plutôt globalement. La BTC est une des techniques. Mais mon souhait plutôt va vers la démocratisation de l'utilisation de ce matériau. Ça ne doit pas être un matériau de luxe qu'il faut envisager comme de l'or. C'est de l'or parce que ça offre. Mais c'est une matière qu'on a partout, et donc elle devrait être accessible en termes de prix à tous. Et si on peut arriver à la démocratiser, le prix suivra, puisque les filières industrielles vont se mettre à en faire. Après, ce qui serait souhaitable, c'est que ça reste un matériau écologique dans son âme, et pas une utilisation de terre crue pour dire que c'est de la terre crue, mais avec des adjuvantations dedans ou des process qui finalement tuent tout l'intérêt du matériau. Ça doit rester un matériau respirant, ça doit rester un matériau naturel qui peut retourner à la terre sans le traiter comme un polluant. Après, en termes de coûts, ce qui serait souhaitable pour l'avenir, c'est que
que les gens qui veulent construire ne regardent pas le coût du matériau lui-même, mais regardent un coût global. Un matériau comme la terre crue, comme les briques, une fois qu'elles sont maçonnées, c'est terminé. On les laisse apparentes, c'est joli. Il n'y a pas besoin de venir rajouter dessus un enduit, un plâtre. Et donc finalement, quand on construit une paroi, il faut bien regarder tout. Effectivement, c'est peut-être 2-3 fois plus cher qu'un matériau conventionnel aujourd'hui. Mais finalement, ça revient peut-être à 10 ou 15% de plus cher si on regarde le coût global. Et par rapport à tout ce que ça offre en termes de bien-être et d'environnement sur la durée de vie d'un bâtiment, ça devient dérisoire, d'autant plus que les bâtiments qui sont faits avec ce genre de matériaux sont des bâtiments qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus élevée qu'un bâtiment conventionnel. Pourquoi ? Parce que le bâtiment conventionnel, à un moment donné, il va falloir y revenir, reprendre les isolants, reprendre les parements, alors que là, c'est fait pour durer. Souvent, on associe le bien-être à la technologie. Or, là, on est sur un matériau, tout ce qu'il y a de plus simple. Sauf que ce matériau est certainement un des matériaux les plus complexes sur Terre aujourd'hui. Même au niveau des études qui sont menées, les thèses, beaucoup de gens travaillent de plus en plus sur la Terre parce qu'on parle de nanoparticules. L'argile est certainement une des particules la plus fine qu'on ait sur Terre, qui amène des propriétés exemplaires. On l'utilise en soins, on l'utilise en médicaments. Les propriétés sont vastes. Et donc, à contrario, on est loin de tous les produits high-tech qui vont demander un développement phénoménal. Et si on fait un petit parallèle sur le bâtiment, aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir un bâtiment très haute performance avec finalement une technologie très faible. Quand on parle de perspirance, par exemple, aujourd'hui, la norme RT 2012 impose une ventilation double flux. Sauf que dans les bâtiments respirants, on n'en a pas besoin. Le bâtiment, il respire. La seule chose qu'on ne change pas dans un bâtiment, qui soit écologique ou non écologique, c'est le CO2. Mais après, arrive le bon sens. Quand on sent qu'on respire mal, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on se lève, on va ouvrir une fenêtre. Et finalement, aujourd'hui, beaucoup de produits technologiques qui sont fabriqués dans les milieux industriels sont là pour pallier à des défaillances de conception, des défauts de matériaux, et qui font que les normes actuelles les standardisent. Et donc on se retrouve contraint, aujourd'hui, dans les bâtiments en terre crue aussi, à ventiler, arriver à avoir un bâtiment étanche à l'air, ce qui n'est pas forcément logique. Aujourd'hui, on ferait mieux de s'orienter vers des bâtiments avec une performance énergétique affichée, mesurée. On a fait tel bâtiment, il consomme tant de kilowattheures par an, par mètre carré, et comment il a été fait ? Parce qu'aujourd'hui, standardiser avec la norme en disant un bâtiment, il doit avoir tant de centimètres d'isolation, étanche à l'air, ventilé avec une VMC double flux, c'est une hérésie. Et puis finalement, ça pousse à comme une norme le veut, une normalisation. Sauf qu'on ne peut pas normer une construction en bâtiment. Elle doit être adaptée aux besoins en fonction de la zone géographique dans laquelle on est, en fonction de l'altitude, en fonction des matériaux utilisés. La seule chose qui compte, c'est la satisfaction de l'usager et la performance énergétique finale.